Bonjour à tous, merci d'être fidèles à TV Finance. C'est la suite de nos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission hebdomadaire dédiée aux matières premières agricoles, le Minimac de la lettre de l'acheteur, émission en partenariat avec le site placedelabourse.fr. Comme chaque semaine, on va débuter ce rendez-vous avec notre revue de presse tout à fait subjective des meilleures publications de la semaine écoulée sur ce site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. Revue de presse consacrée exclusivement cette semaine aux dynamiques des marchés des légumes en France. On va s'appuyer sur plusieurs exemples. L'un tout à fait anecdotique pour commencer, une variété de pommes de terre sur laquelle on zoome dans cet article signé freshplaza.fr. Pomme de terre considérée comme étant la plus chère du monde. Pour la petite histoire, elle s'appelle la Bonotte. Elle est récoltée sur l'île de Noirmoutier en Vendée. Enfin, sur une partie de l'île seulement et surtout pendant une semaine bien précise au cours de l'année. Une pomme de terre au goût salé, au goût décrit comme inimitable grâce à l'effet de l'eau, des algues et du vent, tout à fait exclusive du fait de sa très courte période de conservation. 100 tonnes de bonottes à peine sont récoltées chaque année, à rapprocher des 5 à 6 millions de tonnes produites pour la France entière, variété très convoitée donc, si bien qu'elle est parfois vendue aux enchères jusqu'à 500 € le kilo il y a quelques années lors de l'une de ces ventes, un chiffre vertigineux comparé au prix de vente moyen en France du kilo de pommes de terre qui tourne autour de 50 centimes à 2 €. La Bonotte, une pomme de terre qui n'est donc pas prête de connaître la crise, application plutôt basique de la loi de l'offre et de la demande. Et justement, si on élargit le spectre, qu'on se penche sur l'ensemble de la filière des légumes, on apprend, grâce à cet autre article publié sur le site freshplaza.fr, que les prix des fruits et légumes devraient repartir à la hausse dans les prochaines semaines. Une hausse qui vient de rattraper la baisse significative enregistrée au mois de juillet, notamment au début du mois. La photo mauvais temps, synonyme de baisse de la demande, alors que dans le même temps, la production était stable. Diagnostic établi par Fruidis, acteur majeur des fruits et légumes dans l'ouest de la France et notamment en Loire-Atlantique, une production nationale, locale même, plutôt bien orientée donc, qui a débuté en mai, qui court jusqu'au courant du mois d'octobre, avant que les importations ne prennent le relais. Petit bémol cependant sur l'offre de poivrons, aubergines et tomates dont la production locale a été fortement impactée par des attaques de pucerons. Les producteurs qui misent donc désormais sur le retour du beau temps pour écouler leur stock et assurer leur rémunération. On va compléter ce panorama autour de ces légumes produits et commercialisés en France avec l'exemple de l'endive, un rapport de force plus contrasté pour l'endive entre l'offre et la demande à l'échelle européenne et donc en France notamment. La France, premier producteur européen d'endive, elle en produit beaucoup, mais surtout elle n'est pas la seule. C'est ce qu'on apprend dans cet article à nouveau repéré sur le site freshplaza.fr. Les Pays-Bas sont également l'un des principaux producteurs de chicon, l'autre terme consacré pour parler de l'endive. Alors à l'image de la société Frisk Wheatloaf, plus grande exploitation d'endives des Pays-Bas, qui constate que les hauts niveaux de production viennent se confronter à la chute de la consommation, notamment pendant l'été, un phénomène plutôt saisonnier qui pourrait être moins prononcé cette année selon Frisk Wheatloaf, conséquence inattendue des restrictions de déplacement pour les Néerlandais. Dans tous les cas, il s'avère que le prix au kilo de l'endive ne parvient pas à dépasser 1 € le kilo, et ce depuis plusieurs mois, ce qui ne manque pas de décevoir Frisk Wheatloaf. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une très courte pause. On revient juste après. À tout de suite sur TV Finance. Et on est de retour dans cette émission, le Minimac de la lettre de l'acheteur. On va poursuivre cette émission, poursuivre ces échanges sur les dynamiques de la filière agricole, de la filière de l'alimentation avec mon invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Poirier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes agricultiste à Saint-Priest-la-Feuille, j'espère que je prononce bien. On est dans la Creuse, si je ne m'abuse. Merci d'être avec nous ce matin pour contribuer à ce mini-mac de la lettre de l'acheteur. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais que vous nous disiez davantage sur ce qu'est votre activité à Saint-Priest-la-Feuille. Est-ce que vous pouvez éclairer tout simplement nos spectateurs internautes ? Oui, bonjour à tous. Donc oui, on est en groupement agricole en commun, donc en GAEC, on s'appelle le GAEC des Mûriers. Donc on est situé à Saint-Priest-la-Feuille dans la Creuse. Donc on a une exploitation agricole en bovin, viande, la race limousine, et nous produisons donc de la vache limousine et des veaux de lait sous la mer. On est en agriculture biologique depuis 2012 pour une surface de 120 hectares pour 90 mères.
Justement, donc vous disiez que vous êtes une exploitation, une production biologique depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous spécifier très concrètement ce que le bio change dans votre exploitation en général et dans votre quotidien d'agriculteur en particulier ? Eh ben, en fait, les animaux chez nous sont en pâturage air libre, et en fait, on les rentre que une partie en hiver parce qu'on a une stabulation ronde spécifique qui s'appelle une ronde house. Donc, ça nous permet de pouvoir avoir une partie de nos animaux à l'air libre et une partie en stabulation pour passer l'hivernage. Alors vous produisez bio donc, puis vous vendez nécessairement de façon très concrète. Vous vendez votre production à qui et quels sont les intermédiaires qui interviennent tout au long de la chaîne de commercialisation de cette production ? Alors aujourd'hui, nous on fait exclusivement de la vente directe. Donc on vend nos produits en caissette, soit de la vache limousine, soit du veau de lait sous la mer. Et puis également, nous avons une commercialisation sur les marchés. Donc sur nos marchés creusois, très local. On est environ à 30 km maximum de notre point d'exploitation pour faire la vente de nos produits. Donc une commercialisation directe. Ensuite, on a une petite partie de broutard, mais qui se vend exclusivement en France. On ne fait pas de vente à l'étranger. On a une filière française pour nos broutards. Commercialisation locale, directe, donc les activités, donc vous le disiez, que vous exercez au sein d'un GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. Il porte le doux nom des Mûriers, vous nous l'avez dit. De façon très concrète, ça s'organise comment un GAEC ? Vous partagez les coûts, les risques. Quels sont les avantages que vous retirez de cette forme d'association ? Alors, je suis en GAEC avec mon époux. D'accord. Donc, l'avantage, c'est que mon époux, lui, s'occupe de toute la partie des alimentations externes à l'air libre de nos bovins. Et c'est lui qui s'occupe de la commercialisation de nos broutards. Et moi, je m'occupe exclusivement des veaux de lait sous la mer. Donc la commercialisation sur les marchés, et puis on travaille ensemble sur la partie fenaison, travail des clôtures, semences, récoltes. Ça on le fait ensemble. On a partagé les tâches de travail. Par exemple pour le foin, lui il fauche, moi je fane, j'endaine et lui il bottelle. Voilà, on a fait une répartition des charges de travail. C'est ça la séparation du travail. Vous nous avez parlé de votre époux, j'aimerais qu'on revienne à vous. Ce qui m'apparaît d'autant plus intéressant en préparant cette interview, c'est votre parcours à vous. Vous ne venez pas du monde agricole si je crois mes sources. Moi qui pensais que l'heure était la désertion parmi les agriculteurs, vous nous prouvez justement le contraire. Exactement. D'abord, mon époux, lui, s'est installé en hors-cadre familial, c'est-à-dire que c'est pas une exploitation qui existait qu'il a repris. Il a tout monté lui-même. Moi, j'ai travaillé à l'extérieur et en fait, on s'est installé ensemble. Donc moi, je suis venue le rejoindre maintenant depuis 2016, où je me suis installée avec lui. Moi, je travaillais à l'extérieur pour avoir un revenu. Parce que quand on s'installe, on n'a pas les revenus. Donc, c'est moi qui permettais à l'exploitation d'avoir le revenu. En plus, on a des enfants. Et puis, donc, en 2016, on s'est installés tous les deux avec moi. Je me suis installée avec ma partie vol de lait sous la mer. Et d'où vous est venue cette vocation, cette flamme qui vous a conduite vers cette production agricole, qui vous a fait accepter, donc, vous l'avez dit, des horaires très extensibles, un salaire pas forcément extensible? Non, en fait, moi je me suis installée parce que j'aime le métier d'agricultrice. C'est un très beau métier, c'est un métier à valeur parce qu'aujourd'hui on nourrit la population, donc c'est très important. Et puis ça permet de pouvoir expliquer notre métier, nos contraintes, nos difficultés, mais aussi les belles choses que l'on vit, parce que on a un métier très compliqué économiquement, mais on a aussi, en faisant les marchés, on peut expliquer aux gens la manière dont on travaille et pourquoi on fait. Alors on va parler de vos engagements justement juste après. J'avais une question, je vais oser cette question. Est-ce qu'il y a une approche spécifiquement féminine, peut-être féministe même, pour aborder ce métier d'agricultrice et d'exploitante agricole? Aujourd'hui, on a quand même un tiers des exploitantes agricoles qui sont des femmes, des exploitations agricoles, les chefs d'entreprise sont des femmes. Donc les choses changent et évoluent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les femmes ont leur place. On a l'avantage maintenant d'avoir un statut de chef d'exploitation qu'avant on n'avait pas. Donc on a une vraie reconnaissance. Les mentalités sont en train de changer et d'évoluer et ça c'est très important. Et je pense que les générations futures, il faut que les agricultrices continuent justement à s'installer, à promulguer le savoir-faire, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui savent manipuler des animaux, qui savent faire le travail de la terre.
Une femme avec une flamme donc que vous cherchez à transmettre, que vous partagez également au gré de vos engagements dans la filière agricole. Vous choisissez de donner du temps aux autres. Est-ce que finalement vous vous sentez investi d'une mission au sein de ce monde agricole et si oui, laquelle ? Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que le métier d'agricultrice, c'est un beau métier et qu'on est capable de le transmettre. Alors, soit par nos générations, j'ai envie de dire par nos enfants, mais aussi par des femmes extérieures, parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes extérieures qui sont pas du métier, qui se mettent au monde agricole. Donc, je trouve que c'est plutôt très intéressant et c'est des vraies valeurs que les femmes peuvent transmettre dans ce métier. Des valeurs que vous transmettez au fil de vos engagements. Je crois que vous êtes membre de la commission des agricultrices du syndicat FDSEA dans la Creuse depuis 3 ans, investi dans la mutualité agricole également. En quoi consistent spécifiquement ces investissements extra-professionnels de façon très concrète ? Alors de façon très concrète, au niveau de la commission des agricultrices, en fait, ça permet de faire de la communication positive, d'expliquer notre métier. Donc on organise des marchés nocturnes, on organise avec la Ligue contre le cancer des marches roses pour sensibiliser en fait tout ce qui est lié au cancer. Tout ce qui est syndical, en fait, permet de nous défendre, parce qu'aujourd'hui, on est attaqué de toutes parts par tout le monde. Donc, quand on a des agriculteurs qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit lié à la MSA ou que ce soit lié, malheureusement, par d'autres organismes, on est là pour les aider, et pour les soutenir et les conseiller. Question plus politique peut-être pour conclure cette interview. Vous avez déclaré dans une interview qui vous a été consacrée, le monde agricole a besoin d'écoute à l'heure du bilan du quinquennat Macron à l'approche de la future échéance présidentielle. Est-ce que vous sentez que ce monde agricole a été écouté depuis 4 ans et demi ? Non, le monde agricole aujourd'hui, il n'est pas écouté. On le voit malheureusement avec la nouvelle politique agricole commune qui est en train de se mettre en place, avec une baisse importante, significative pour les éleveurs bovins, une perte entre 10 et 20% du chiffre d'affaires, en sachant qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont en très grande difficulté, qu'on est bien en dessous du revenu, on va dire, classique pour des personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un agriculteur ou une agricultrice ne touche que 400 € par mois, voire certains mois pas du tout de salaire. On a beau alerter Monsieur de Normandie et notre gouvernement, on n'est pas écouté parce que la nouvelle PAC en fait est en train de finir de casser la filière bovine. Mais il faut savoir que les agriculteurs vont vendre leurs animaux aujourd'hui pour pallier à toutes les charges qui sont de plus en plus importantes et que tout le cheptel qui va partir ne reviendra pas sur les exploitations et à un moment donné, malheureusement, les personnes qui vont en pâtir, ça sera l'agriculteur, l'agricultrice et puis 2, ce sera le consommateur. À l'échelle française notamment, vous parlez de la PAC, on a longtemps entendu le gouvernement communiquer sur la loi Egalim, agriculture et alimentation, votée il y a 3 ans. Elle n'a pas du tout porté ses fruits justement sur la rémunération des agriculteurs face à la pression des distributeurs ? Non, aujourd'hui, la loi Egalim n'est absolument pas respectée. La loi Egalim était faite en sorte pour que, en fait, le coût de production soit mis en place pour qu'on ait une bonne rémunération. Sauf qu'aujourd'hui, c'est absolument pas appliqué. Aujourd'hui, on a encore nos maquignons, donc ces gens qui viennent acheter les animaux, ils prennent nos animaux, on ne sait pas le prix qu'ils vont être payés et en fait, on le sait qu'au moment du paiement quand on reçoit le chèque. Alors que normalement, l'éleveur devrait être capable, grâce à cette loi Egalim, de dire j'ai un coût de revenu qui est de temps, mon animal ne doit pas partir en dessous de ça. Aujourd'hui, c'est impossible, ce n'est absolument pas respecté. Eh bien, plus que jamais, le monde agricole a besoin d'écoute. Merci à vous pour cet éclairage, pour ce témoignage, Emmanuelle Poirier. Je rappelle que vous êtes agricultrice à Saint-Priest-la-Feuille. À très bientôt sur ce plateau du Minimac de l'Acheteur. Une nouvelle pause et on retrouvera les équipes de Day by Day, focus hebdomadaire sur 2 matières premières. On en reparle tout de suite juste après cette pause. On est de retour dans votre mini-mac de la lettre de l'acheteur. On va rejoindre à présent Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour à vous Mathieu, vous allez nous proposer comme chaque semaine un zoom sur 2 matières premières que vous avez sélectionnées. Vous allez nous livrer vos perspectives signées Day by Day en commençant par le café, je crois que j'en ai bien besoin.
Ouais, bonjour Maël. Il risque de vous coûter plus cher le café. Ça fait plusieurs fois effectivement qu'on en parle parce que techniquement on est dans une configuration particulièrement intéressante à mon goût. Alors, le café, effectivement, depuis 2017, ça a été une longue phase de baisse, stabilisée en 2009. C'est une formation en fait en analyse technique qu'on appelle en rounding bottom, c'est-à-dire que de ce creux et de sommets descendants, on passe par une phase de plat et puis après par des creux et des sommets ascendants. La sortie par le haut de cette figure donne généralement lieu à une vive appréciation des cours. C'est le cas cette semaine avec ce véritable décalage haussier extrêmement fort. On est passé de 150 à quasiment 200. On est sur un mouvement donc qui prend de l'ampleur, qui confirme son retournement de court et de moyen terme. On doit aller plus haut plus tard. Les résistances sont en 2014 et en 2011. Elles sont situées donc à 201, elle est très très proche, puis 229, puis 255. Le risque ici, c'est un risque bel et bien haussier. On est en plein changement sur le café de la part des investisseurs. Il se passe probablement des choses au niveau des récoltes sur des pays producteurs qui sont très localisés et le moindre grain de sable climatique a tout de suite un impact. En tout cas, c'est ce qui semble être dans les prix à l'heure actuelle vu les décalages. Attention, quand on commence à rentrer dans ce type de logique sur les matières premières, on ne sait absolument pas jusqu'où ça peut aller et surtout quand est-ce que ça va s'arrêter. La lecture haussière est confirmée sur le café. Alors vous parlez du grain de sable, mais maintenant je voudrais que vous nous parliez du grain de blé. Oui, le blé américain, là aussi, on est sur cette logique de retournement. On voit sur un graphique donc un petit peu plus long, en fait, depuis 2013, on était sur cette logique donc de descente, un plat, on va dire, de 2016 à 2020. Et on voit effectivement, à l'image de la moyenne mobile à 200 périodes, cette succession de creux et de sommets descendants qui s'aplatit et qui accélère au débordement de 500 à 93,25, niveau qui d'ailleurs est devenu support majeur. C'est très intéressant ce type de polarité puisque c'est toujours le signe d'une tendance haussière relativement bien construite. L'objectif de cette tendance haussière, de ce retournement, c'est tout simplement de retourner au point de départ du mouvement. Point de départ du mouvement, quel est-il ? Les résistances sont de 2012 entre 895 et 947. On vaut plus ou moins 700. On a encore du chemin. Alors, est-ce que ça se fera rapidement? Est-ce que ça prendra plus longtemps? Est-ce que c'est d'ici un an et demi? Ou est-ce que le marché s'emballe avec des récoltes actuelles en France, mais dans d'autres pays aussi, qui seraient potentiellement un peu moins bonnes qu'attendues? C'est quelque chose qui est possible. À ce titre, les États-Unis sont un très très gros marché et l'état de leur récolte n'est pas super. Ça se traduit probablement sur les prix par la formation à venir d'un nouveau plus haut, un blé américain qui pourrait subir une nouvelle vague d'accélération haussière, en tout cas sur les prix. C'est ce que j'anticipe. Tendance haussière donc à la fois sur le blé et sur le café. Merci à vous Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, pour ses commentaires et analyses sur ces deux matières premières. À très bientôt sur TV Finance pour nous parler de matières premières, plus régulièrement encore pour nous parler d'actions le matin aux environs de 9h dans le live TV Finance. Merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin. Le mini-mac de l'acheteur qui part en congé pour quelques semaines de vacances. On se donne rendez-vous à la fin août. D'ici là, vous restez bien avec nous. On revient juste après cette petite pause pour notre JT de Vue d'ailleurs. À très bientôt.